Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi ensoleillé dans le centre-ville de Chicago. Les passants allaient et venaient, pressés par le rythme effréné de la vie urbaine. Marcus Johnson, un homme noir dans la quarantaine, élégant et discret, marchait tranquillement vers le café où il avait l'habitude de lire le journal. Son costume était parfaitement ajusté, ses chaussures brillantes, et son visage reflétait une sérénité acquise au fil des années. Soudain, un véhicule de police se gara brusquement à côté de lui. L'agent Brandon Keller, un policier blanc à la carrure imposante, sortit en trombe, les yeux plissés et le visage fermé. Sans raison, Keller accusa Marcus de suspicion, le poussant contre le mur d'un ton autoritaire. « Et toi ? » ?»« Oui, toi. »« Arrête-toi. » Marcus, surpris mais calme, tenta d'expliquer qu'il n'avait rien fait de mal. Mais Keller ne voulait rien entendre. Il le rabroua avec mépris et le traita de mots humiliants, sous le regard horrifié des passants. « Tu crois que tu peux marcher ici comme si tu avais des droits ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans la rue animée. Une jeune femme sortit son téléphone et commença à filmer la scène. La vidéo, qui capturait parfaitement l'injustice flagrante, allait bientôt se répandre sur les réseaux sociaux et déclencher une tempête médiatique. Mais sur le moment, Marcus gardait sa dignité, serrant les poings et respirant profondément pour contenir sa colère. Ce qu'ignorait Keller, dans sa fureur aveugle, c'est que cet acte impulsif allait non seulement ruiner sa carrière, mais également révéler la force et la résilience d'un homme qui refusait de se laisser écraser par l'injustice. Marcus Johnson marchait tranquillement sur la large avenue bordée de boutiques élégantes et de cafés animés. Il profitait du soleil d'été et du calme relatif de ce quartier chic. Dans sa main, un café fumant, dans l'autre son téléphone, il lisait les dernières nouvelles. Soudain, une sirène stridente retentit derrière lui. Avant même qu'il ait eu le temps de se retourner complètement, une voiture de police se gara en trombe. L'agent Brandon Keller en sortit, le visage dur, les sourcils froncés. « Vous là ! Arrêtez-vous » hurla Keller, sa voix déchirant le calme de l'après-midi. Marcus leva les mains instinctivement, surpris. « Je ne comprends pas, officier » dit-il calmement. Mais Keller ne voulait pas écouter. « Je vous connais, je sais ce que vous faites. » « Ne faites pas semblant de ne rien comprendre » cria-t-il, s'avançant de manière menaçante. Les passants commencèrent à s'arrêter, certains sortant leur téléphone. Marcus resta immobile, sa respiration mesurée, essayant de garder son calme face à la rage injustifiée de l'agent. « Monsieur, je n'ai rien fait de mal. Je me promenais simplement ici, c'est tout, » dit Marcus d'une voix ferme mais respectueuse. Keller éclata d'un rire méprisant. « Tu crois que tu peux marcher ici comme si tu avais des droits ? Tu vas voir ce que je fais aux types comme toi. » Il saisit le bras de Marcus avec force et le plaqua contre le mur. Marcus ressentit la pression, mais ne riposta pas. Il savait que toute réaction impulsive pourrait être utilisée contre lui. Une femme dans la foule murmura à son voisin, « Il n'a rien fait, pourquoi il le traite comme ça ?» Quelques passants commencèrent à filmer la scène. À cet instant, Marcus comprit que ce moment allait changer beaucoup de choses. Il sentait l'injustice de cette situation, mais également l'énergie qui se formait autour de lui, comme si le monde entier, silencieusement, observait. Keller, aveuglé par son préjugé, ne se doutait pas que son acte allait non seulement mettre en lumière sa brutalité, mais aussi précipiter sa propre chute. La foule qui s'était formée autour de la scène observait, choquée et silencieuse. Marcus, toujours calme, était plaqué contre le mur, tandis que l'agent Keller le rabrouait avec un mélange de colère et de mépris. « Vous allez apprendre à respecter la loi » cria Keller. « Je pourrais vous mettre en garde à vue pour suspicion immédiate. » Marcus leva à nouveau les mains, essayant de montrer sa coopération. « Officier, je vous assure que vous vous trompez. Je n'ai enfreint aucune loi. » Mais Keller ne voulait rien entendre. Il commença à humilier Marcus devant tout le monde, multipliant les remarques blessantes et racistes. « Vous pensez que vous pouvez marcher ici en toute impunité ? Regardez-vous. » Une jeune femme dans la foule, Clara, sortit son téléphone et commença à filmer.
Les passants murmurèrent, certains choqués, d'autres indignés. Un homme s'avança. « Hey! Ce n'est pas juste. Laissez-le tranquille. » Keller, irrité par cette contestation, hurla. « Taisez-vous. Vous ne savez rien de lui. » Mais la vidéo de l'incident était déjà en train de circuler sur les réseaux sociaux. Des notifications commençaient à affluer sur les téléphones des témoins, les amis et les abonnés partageaient la scène. Très vite, l'événement devint viral. Marcus, bien que profondément blessé par les insultes, ne laissa rien paraître. Son calme et sa dignité face à l'humiliation choquèrent davantage les spectateurs. Certains murmuraient « Cet homme est incroyable, il ne se laisse pas intimider. » Keller, aveuglé par son arrogance et son racisme, ignorait que chaque mot, chaque geste capté par la caméra, était en train de construire un dossier contre lui. Sa brutalité et son injustice venaient d'être immortalisées, et cette vidéo allait bientôt provoquer une tempête médiatique. Pour Marcus, ce moment était à la fois douloureux et révélateur. Il savait que l'injustice avait un prix, mais il était prêt à se battre pour sa dignité et pour la vérité. La bataille venait de commencer, et elle allait dépasser de loin cette rue animée. Le soir tombait sur la ville, et malgré l'humiliation subie, Marcus rentra chez lui avec un calme déterminé. Dans son appartement sobre mais élégant, il s'assit à son bureau et réfléchit à la meilleure manière de réagir. L'injustice qu'il venait de subir ne pouvait pas rester impunie. Il sortit son téléphone et contacta Maître Angela Hay, une avocate réputée pour ses combats en matière de droit civique. « Bonjour, Maître Hay. J'ai besoin de votre aide. » Commença Marcus, sa voix ferme mais calme. Il lui expliqua l'incident en détail, la vidéo virale et la brutalité de Keller. Angela écouta attentivement, silencieuse quelques instants. « Marcus, ce que vous avez subi est inacceptable. Vous avez le droit de porter plainte et de demander justice. Nous allons préparer un dossier solide. » Pendant ce temps, la vidéo continuait de circuler sur les réseaux sociaux, recueillant des milliers de partages et de commentaires indignés. Les gens exprimaient leur soutien à Marcus, dénonçant le racisme et l'abus de pouvoir de Keller. Marcus savait que la bataille ne serait pas facile. Mais il refusait de céder à la peur ou à la colère. Il choisit de répondre avec stratégie et dignité, conscient que toute réaction impulsive pourrait être utilisée contre lui. Il décida de préparer un dossier complet, témoignages de passants, captures vidéo, preuves de son comportement irréprochable, et tout élément montrant l'injustice flagrante de l'acte de Keller. Le lendemain, des membres de sa communauté vinrent à son appartement pour lui exprimer leur soutien. Certains avaient vu la vidéo et étaient profondément choqués. « Marcus, tu es un exemple pour nous tous », lui dit une voisine âgée. « Ne laisse pas ce type te briser. » Marcus sourit légèrement, touché mais résolu. « Merci. Je ne laisserai pas passer ça. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été victimes d'injustice. » À ce moment, il comprit que sa résistance ne se limitait pas à une bataille personnelle. Elle représentait un symbole, un appel à la justice et à la dignité dans une société où trop souvent, la couleur de la peau détermine la valeur d'un individu. La lutte venait de commencer, et Marcus était prêt à affronter chaque obstacle avec courage et intelligence. La résistance n'était pas seulement une question de loi, mais une question de principe. Le lendemain matin, les téléphones de Marcus ne cessaient de vibrer. Les notifications s'accumulaient, messages de soutien, appels d'amis, et surtout des alertes des médias locaux et nationaux. La vidéo de l'humiliation infligée par l'agent Keller avait été partagée des dizaines de milliers de fois, suscitant l'indignation générale. Les journaux en ligne publiaient des articles titrés « Racisme en pleine rue »,« Un policier humilié un homme noir devant des témoins » ou « Injustice flagrante à Chicago, la vidéo qui choque la nation ». Marcus regardait ces articles avec un mélange de soulagement et de gravité. Il savait que cette exposition publique pouvait accélérer la justice, mais elle venait aussi avec son lot de critiques et d'attention non désirées. Dans les studios de télévision, des journalistes commentaient la scène en boucle, analysant le comportement de Keller et la réaction stoïque de Marcus. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme hashtag Justice pour Marcus et hashtag Stop Racisme Police commençaient à émerger. La pression publique sur le département de police de Chicago augmentait à chaque minute. Au poste de police,
Keller réalisait que l'incident ne passerait pas inaperçu. Ses supérieurs commencèrent à recevoir des appels de la presse et des citoyens en colère. Des enquêtes internes furent immédiatement ouvertes. Mais Keller, arrogant et aveuglé par son propre pouvoir, ne prenait pas encore la mesure de la situation. Marcus, lui, restait concentré. Avec Maître Angelae, il préparait un communiqué officiel et rassemblait toutes les preuves disponibles. Il faut montrer que ce n'était pas seulement une erreur isolée, mais un comportement systématique, lui expliqua Angela. Ils rédigèrent des lettres aux autorités, aux médias et aux associations de défense des droits civiques, mettant en lumière la gravité de l'injustice. Dans les rues, les gens parlaient de l'affaire. Certains passants qui avaient assisté à la scène initiale témoignaient sur les réseaux sociaux, décrivant le comportement violent et raciste de Keller. Les communautés locales organisaient des réunions pour discuter de la discrimination systémique dans la police, et Marcus était devenu, malgré lui, le visage de ce combat. Alors que la nuit tombait à nouveau sur la ville, il sentit une force collective autour de lui. Ce qui avait commencé comme une humiliation isolée devenait un mouvement. Marcus savait que le chemin vers la justice serait long et difficile, mais il sentait également que chaque acte de courage et de vérité contribuait à faire tomber les murs de l'injustice. Quelques jours après la diffusion virale de la vidéo, Brandon Keller commença à sentir les premiers signes de sa descente. Les appels et courriels de ses supérieurs se multipliaient. Des enquêteurs internes du département de police le convoquaient pour des auditions répétées, et chaque témoignage de témoin aggravait sa situation. Marcus, de son côté, continuait à rassembler des preuves. Il avait découvert plusieurs plaintes antérieures contre Keller pour comportements abusifs et discriminatoires. Chaque document, chaque témoignage renforçait le dossier de Marcus et affaiblissait la position du policier. Angela lui répétait, « Plus nous sommes précis et factuels, plus nous avons de chances de réussir. Ne laisse rien au hasard. » Dans le quartier, les discussions allaient bon train. Des voisins, des commerçants et des passants qui avaient assisté à l'humiliation de Marcus exprimaient leur indignation. Des groupes communautaires organisèrent des manifestations pacifiques devant le poste de police, exigeant que Keller soit tenu responsable de ses actes. Les banderoles portaient des messages clairs, « Justice pour Marcus, non au racisme dans la police ». Keller, autrefois confiant et sûr de lui, se retrouvait isolé. Ses collègues commençaient à parler de son comportement abusif dans le passé, certains témoignages étant même consignés par écrit. « Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de témoins, et que tout serait enregistré », murmura Keller, réalisant que son arrogance l'avait conduit droit dans une impasse. La réputation de Keller était désormais en péril. La pression publique et médiatique le poursuivait à chaque instant. Ses supérieurs réfléchissaient sérieusement à des mesures disciplinaires, conscients que laisser passer l'affaire pourrait nuire à l'image du département tout entier. Pour Marcus, cette étape était cruciale, il voyait enfin que la vérité et la persévérance pouvaient faire vaciller un homme qui semblait jusque-là intouchable. Sa lutte personnelle prenait une dimension plus large, symbolisant la possibilité de justice face à l'injustice systémique. La chute de Keller avait commencé, et rien ne pourrait arrêter le cours de cette tempête qu'il avait lui-même déclenchée. La ville tout entière semblait respirer au rythme de l'affaire Marcus Johnson. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, les #hashtag Justice pour Marcus et #StopRacismePolice se répandaient sur toutes les plateformes, et les médias nationaux se penchaient sur cette injustice qui avait choqué des milliers de personnes. Des groupes communautaires et des associations de défense des droits civiques organisaient des rassemblements pacifiques devant le poste de police. Les participants scandaient des slogans, brandissaient des pancartes, et demandaient que Brandon Keller soit traduit en justice et destitué. La colère publique n'était plus seulement une vague, elle devenait un tsunami que Keller ne pouvait ignorer. Keller, isolé, sentait la pression monter chaque jour. Les appels de ses supérieurs se faisaient plus insistants, les journalistes le harcelaient pour obtenir des commentaires, et les citoyens demandaient des comptes. Sa réputation, bâtie sur des années d'arrogance et d'autorité, s'effritait à vue d'œil. Même certains de ses collègues commencèrent à le regarder avec méfiance, craignant d'être associés à ses comportements racistes. Pendant ce temps, Marcus continuait à travailler avec Angelae. Il préparait des dossiers supplémentaires, rassemblait des témoignages, et répondait aux questions des médias avec calme et dignité.
Marcus était devenu un symbole de résilience, sa posture et sa maîtrise de soi contrastant fortement avec la nervosité et l'arrogance de Keller. Une réunion d'urgence fut convoquée au poste de police. Les supérieurs de Keller discutèrent de mesures disciplinaires sévères, et l'idée de suspension ou de licenciement complet fut envisagée. Il a mis le département dans une situation critique. Il n'y a plus de retour en arrière, déclara l'un des officiers supérieurs. Keller, de son côté, tentait encore de se défendre, mais ses explications semblaient vaines face à la marée de preuves et à l'indignation générale. Chaque nouveau témoignage, chaque commentaire de citoyen ou d'influenceur, alimentait la tempête qui s'abattait sur lui. Marcus, regardant la vidéo de l'incident une fois de plus, se sentit à la fois soulagé et déterminé. Il savait que l'action collective et le courage personnel pouvaient transformer une humiliation individuelle en un mouvement pour la justice. Et alors que la pression publique continuait de monter, il comprit que la chute de Keller était inévitable. Quelques semaines plus tard, la salle d'audience était bondée. Les médias, les citoyens et les associations de défense des droits civiques s'étaient massés pour assister au procès de Brandon Keller. L'atmosphère était électrique, tout le monde savait que cette affaire dépassait largement le simple affront personnel de Marcus Johnson. Marcus entra calmement dans la salle, vêtu d'un costume sobre mais impeccable. Son regard était ferme, mais son attitude dégageait une sérénité qui contrastait fortement avec la nervosité visible de Keller. L'agent, en uniforme civil, semblait petit face à l'ampleur de l'attention portée à ses actes. Maître Angela se leva pour présenter les faits. Votre honneur, nous sommes ici pour démontrer que l'accusé, Brandon Keller, a abusé de son pouvoir en liant et en agressant verbalement Marcus Johnson sans aucune justification. Nous avons des preuves vidéo, des témoignages de passants et un historique de comportements discriminatoires documentés. La vidéo de l'incident fut projetée à l'écran. La salle retint son souffle en voyant Keller rabaisser Marcus, le pousser contre le mur et proférer des insultes racistes. Les murmures parcoururent l'audience, l'indignation était palpable. Plusieurs témoins furent appelés. Clara, la jeune femme qui avait filmé l'incident, décrivit chaque détail avec émotion. Je n'avais jamais vu un policier agir ainsi. Il l'humiliait devant tout le monde. Marcus ne faisait que rester calme, mais l'injustice était flagrante. D'autres témoins révélèrent les antécédents de Keller, plaintes pour abus de pouvoir, insultes raciales et comportements intimidants envers d'autres citoyens. Chaque témoignage affaiblissait un peu plus sa défense. Lorsque Keller eut l'occasion de parler, son arrogance naturelle s'effondra devant la précision des preuves. Il tenta de se justifier, mais ses paroles sonnaient creuses et forcées. J'ai agi, selon ma perception, je ne voulais. Le juge le coupa sèchement. Monsieur Keller, vos actions sont inacceptables et documentées. La perception personnelle ne justifie pas l'abus de pouvoir et la discrimination. Marcus, assis calmement, observait la scène. Il savait que cette audience n'était pas seulement pour lui, mais pour toutes les personnes victimes d'injustice. Sa dignité et sa patience, face à l'arrogance de Keller, avaient contribué à faire tomber le masque de l'agent raciste. À la fin du procès, la juge annonça que toutes les preuves étaient accablantes et que Keller serait tenu responsable de ses actes. La salle éclata en murmures, certains applaudissant silencieusement. Marcus resta immobile, laissant les émotions se stabiliser. La justice venait de l'emporter. Quelques jours après le procès, la décision officielle tomba. Brandon Keller était licencié du département de police de Chicago pour abus de pouvoir et comportement discriminatoire. La nouvelle fit immédiatement le tour de la ville, relayée par tous les médias et les réseaux sociaux. Keller, autrefois sûr de lui et respecté par certains collègues, se retrouvait seul et humilié. Les appels et les messages d'anciens collègues, autrefois favorables ou indifférents, s'étaient taris. Les citoyens et les associations de défense des droits civiques l'avaient condamné publiquement. Sa carrière, bâtie sur l'autorité et l'arrogance, s'était effondrée en quelques semaines. Marcus, en revanche, recevait des messages de soutien du monde entier. Les commentaires saluaient son calme, sa dignité et sa persévérance face à l'injustice. Des amis et des voisins vinrent le féliciter, et même certains passants qui avaient assisté à l'incident initial lui serrèrent la main en signe de respect. Angela, son avocate, lui dit « Marcus, ce n'est pas seulement une victoire pour toi.
C'est un message clair, l'abus de pouvoir et le racisme ne resteront pas impunis. Keller, quant à lui, devait faire face aux conséquences légales et sociales de ses actes. Sa réputation était irrémédiablement ternie, et aucun poste similaire ne voulait de lui. Il réalisait enfin que son arrogance, son racisme et son mépris des droits d'autrui avaient détruit tout ce qu'il avait construit. Pour Marcus, la victoire ne signifiait pas seulement la fin de sa propre humiliation. Elle symbolisait la possibilité de justice et de changement dans un système souvent injuste. Chaque sourire de soutien, chaque message de reconnaissance, chaque mot de gratitude renforçait la conviction que se battre avec dignité et courage pouvait faire une réelle différence. Le policier déchu n'était plus qu'une figure de honte, tandis que Marcus devenait un symbole de résilience et d'intégrité. L'histoire de cette humiliation transformée en justice servirait d'exemple pour de nombreuses générations à venir. Quelques semaines après la condamnation de Brandon Keller, Marcus Johnson ressentit un mélange de soulagement et de responsabilité. Sa bataille personnelle venait de se transformer en symbole pour sa communauté et bien au-delà. Partout où il allait, les gens l'accueillaient avec respect et admiration. Dans son quartier, des associations locales organisèrent une cérémonie en son honneur. Les habitants racontaient comment l'incident avait été un déclencheur pour dénoncer les injustices et le racisme systémique. Marcus, humble, prit la parole. Cette victoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui ont été victimes d'injustice, à ceux qui refusent de se taire et qui croient que la dignité et le courage peuvent changer les choses. Les médias continuèrent à relayer son histoire, et Marcus devint un symbole national de résistance pacifique et de persévérance. Des groupes communautaires demandèrent son aide pour des campagnes de sensibilisation et des conférences sur le racisme et l'abus de pouvoir. Marcus accepta, déterminé à transformer son expérience personnelle en force collective. À chaque événement, il parlait avec passion et calme, inspirant les jeunes et les adultes à défendre leurs droits avec dignité. Son histoire montrait que même face à la brutalité et à l'humiliation, la patience, le courage et la détermination pouvaient triompher. Brandon Keller, quant à lui, vivait dans l'ombre de sa disgrâce. Les images de son comportement raciste et de sa chute professionnelle circulaient encore, et il était désormais connu comme l'exemple de ce que l'arrogance et l'injustice peuvent coûter. Pour Marcus, cette victoire n'était pas un point final, mais le début d'un engagement. Il comprit que le véritable pouvoir résidait dans la capacité de rester digne face à l'adversité et d'utiliser son expérience pour changer le monde autour de lui. La ville avait assisté à un moment de transformation, un homme humilié par l'injustice devenait un symbole de courage et de résilience, montrant que la justice, même lente, finit par triompher. Quelques mois après la chute de Brandon Keller, les répercussions de l'affaire Marcus Johnson se firent sentir dans toute la ville. Le département de police de Chicago, sous pression médiatique et citoyenne, mit en place de nouvelles politiques pour prévenir les abus de pouvoir et lutter contre la discrimination interne. Des formations obligatoires sur le racisme systémique et l'éthique professionnelle furent instaurées pour tous les agents. Marcus, toujours humble malgré sa notoriété croissante, devint un consultant invité pour ces programmes. Il partageait son expérience personnelle, illustrant comment une seule injustice pouvait avoir des conséquences immenses si elle était ignorée, et comment la résilience et la dignité pouvaient faire pencher la balance vers la justice. Dans son quartier, la communauté organisa des forums réguliers sur les droits civiques et la justice sociale. Marcus participait à ces rencontres, encourageant chacun à défendre ses droits et à rester vigilant face aux abus. Sa victoire personnelle avait créé un effet boule de neige, la voix d'un homme avait inspiré un mouvement de responsabilisation collective. Les jeunes du quartier le regardaient comme un modèle. Son histoire montrait que même face à la discrimination et à l'humiliation, il était possible de transformer la douleur en force et de provoquer un véritable changement. Les écoles locales commencèrent à inclure des modules sur l'égalité et la justice, inspirés par l'exemple de Marcus. Quant à Brandon Keller, il vivait dans l'ombre de sa disgrâce. Sa carrière ruinée et sa réputation détruite lui rappelaient chaque jour que l'injustice, même quand elle semblait passer inaperçue, finit toujours par avoir des conséquences. Marcus, lui, continua sa vie avec sérénité et détermination. Sa victoire ne se limitait pas à une affaire judiciaire, elle représentait une victoire morale et sociale, un symbole que l'intégrité, la persévérance et le courage pouvaient triompher de l'injustice et du racisme. La ville avait changé, les règles avaient changé,
et les citoyens étaient désormais plus conscients de leur pouvoir collectif. L'histoire de Marcus Johnson resterait gravée comme un exemple de résilience et de justice, rappelant à tous que l'injustice, lorsqu'elle est confrontée avec dignité, peut devenir le moteur d'un changement durable.